Bonjour à tous et bienvenue dans ce live 19 du programme Entrepreneur Mind dans lequel on va s'intéresser à deux notions, la qualité versus le marketing. Exceptionnellement, ce live sera diffusé sur YouTube. On va regarder plusieurs points dans le cours de ce live. On va regarder l'exemple des lardons. Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un cas pratique et c'est une étude pratique sur lequel on découlera sur la fidélisation versus la vente et lequel privilégier en premier. Ensuite, on en profitera pour parler du programme 2M, qui est notre nouveau concept qu'on compte sortir très rapidement et qu'on partagera entièrement dans le cadre de l'Entrepreneur Mind pour son lancement. Donc, comme je vous ai dit dans la présentation, on va s'intéresser à une illustration de ce que je veux expliquer à travers l'exemple de simple lardon, ce qui permettra d'expliquer plus en détail. On verra également rétention versus acquisition, qui est le principe de base de ce live. Donc, pourquoi les lardons ? Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, parce que vu que cette vidéo sera diffusée sur YouTube, je suis un grand amoureux de bouffe et j'adore cuisiner, j'adore bouffer. On va pas parler de bouffe ici. Ce que vous voyez à l'image, ce sont des lardons pour faire de vrais carbonara. Les vrais carbonara, vous évitez d'acheter du herta sous vide, du lardon dégueulasse. Vous achetez ce qu'on appelle du guanciale, qui est la joue du cochon, et il faut qu'elle soit parfaitement assaisonnée pour avoir les meilleurs carbonara du monde. Dans le cadre de ce live, je vais vous parler d'une histoire personnelle. C'est que j'avais trouvé dans une halle, c'est comme un marché grosso modo, j'avais trouvé une épicerie qui était très marketée, qui vendait des produits et qui vendait y compris des lardons de marque française, je ne dirai pas la marque, mais qui avait une belle boutique et à côté il y avait cette épicerie qui n'inspirait vraiment pas confiance. Je vous le dis en toute franchise, c'est une histoire vraie, c'est vraiment vrai. Et donc j'achetais tout le temps à la même épicerie des lardons d'une qualité moyenne. Samedi dernier, donc nous sommes le 10 février 2021, samedi dernier j'y suis allé et l'épicerie que je vais dire l'épicerie marketée, celle où j'allais toujours, elle était fermée. Donc je n'avais que d'autre choix d'aller à l'autre. Pourquoi je suis allé à l'autre ? Parce que j'avais la dalle et j'avais prévu de faire ça, donc j'ai fait bon, je vais voir, je vais faire un tour. Et j'ai eu la grosse surprise de trouver dans cette épicerie en quelque sorte non marketée qui était à côté de l'autre épicerie où j'avais l'habitude de faire mes courses, de trouver en fait énormément de super produits, dont notamment du guanciale traditionnel, bien, je sais pas comment on le prononce, bien épicé, bien poivré, excellent. Pour donner un ordre d'idée, j'ai acheté les mêmes produits dans cette épicerie que j'achetais dans l'autre épicerie qui était juste à côté. La différence dans l'épicerie, je vais dire épicerie marketée pour la première et épicerie non marketée pour la seconde. Dans l'épicerie marketée, généralement je dépensais dans les 18-20 euros. Quand je suis allé dans cette épicerie où j'achetais les mêmes produits, j'ai dépensé aux alentours de 27-28 euros. Donc 50% de plus, quasiment 40% de plus pour des produits similaires. Donc on enlève l'objection du prix. Ce que j'achetais, je dis tiens, je vais tenter et ça me coûtera rien. Ça peut paraître d'être 8 euros de différence, mais on va voir l'importance ensuite, d'où l'intérêt de rester sur ce live. En réalité, mon panier moyen était beaucoup plus élevé dans l'autre. Et je vais vous dire une chose, c'est que je ne reviendrai plus jamais dans celle-là. Donc, l'épicerie non marketée a eu de la chance que l'autre soit fermée pour que j'y aille. Peut-être que si elle avait fait plus de marketing, j'y serais allé dès le début. Ou peut-être pas, je n'en sais rien. Peut-être que son marketing aurait été moins bon que l'autre. En réalité, maintenant que j'ai découvert ici, ça sera tout le temps cet endroit où je vais. Je deviendrai un client fidèle. Alors, je vous entends bien de me dire, on n'en a rien à foutre de tes histoires de bouffe, mais c'est très important de bien comprendre. Il n'y a rien d'autre qui pourra me faire revenir ici, sauf si celle-là est fermée, et limite, je pense que j'attendrai qu'elle rouvre ou que j'achèterai plus ici pour faire des stocks. C'est un peu
lorsque vous avez un produit de qualité, que vous vendez des produits de qualité, déjà vous enlevez l'objection du prix, vous obtenez un client fidèle qui reviendra et qui... L'objection du prix, elle est complètement sortie. J'aime bien bouffer, je regarde pas le prix. Je regarde pas le prix. Autant ça me fait chier de dépenser une bouteille de champagne dans une boîte de nuit pour avoir un mal au crâne le lendemain, autant dépenser le même montant dans du fromage, du vin et tout ça pour un apéro entre amis, ça ne me dérange pas, mais une seconde. Donc, ça va permettre, en gros, de fidéliser, et c'est le plus important. Lorsque vous avez un bon produit, qu'importe le prix, votre client, il reviendra toujours chez vous. Je vous enlève l'image des lardons parce que vu que cette vidéo va être publiée aux alentours de midi, j'ai pas envie de vous donner faim. On peut faire une analogie avec le supermarché. Demain, l'analogie avec le supermarché, si demain il y a une autre épicerie qui s'ouvre à côté de celle où je vais parce que je sais qu'il y a des bons produits, il y aura très peu de chances que j'y aille. Donc le chiffre d'affaires que celle-ci réalisera aura peu de chances de baisser. Dans le supermarché, c'est la quantité. C'est la quantité, c'est le chiffre d'affaires qui compte. D'ailleurs, les supermarchés sont valorisés par rapport généralement à une moyenne de 4 mois leur chiffre d'affaires, pour ceux que ça intéresse. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'avantage du supermarché ne réside que dans sa zone de chalandise. C'est sa zone où les clients viennent. Dans des supermarchés type Carrefour City, je peux vous partager l'expérience, j'en ai géré plusieurs, la zone de chalandise est très réduite. Et le problème, quand vous êtes sur du mass market, que vous êtes sur du produit ordinaire, un supermarché, qu'on soit d'accord, c'est du produit ordinaire. Ça va être du lardon Erta, quoi. Ok, ça coûte moins cher, mais c'est ordinaire. Alors c'est sûr, il y a plus de gens, le supermarché gagnera toujours plus que l'épicerie fine à côté, même si elle vend beaucoup moins cher. C'est peut-être ce que vous pouvez vous dire quand vous vous lancez sur Internet. Vaut mieux être le supermarché, rentrer le maximum de fric, que se concentrer sur la qualité. On s'en fout en quelque sorte de la qualité, même si on vend la qualité plus chère, vaut mieux se mettre sur la technique du supermarché. Le problème du supermarché, c'est que mécaniquement, lorsque vous allez avoir un concurrent qui s'installe, si vous êtes Carrefour, ça peut être un système U qui s'installe proche de chez vous. Vous perdez un peu votre avantage, concurrentiel. Il faut comprendre que le CA qui va générer, le CA généré par ce concurrent, se traduira mécaniquement chez vous par une perte de CA. Si vous ouvrez un supermarché en face de notre supermarché, tout le chiffre d'affaires que va faire ce supermarché, c'est du chiffre d'affaires que vous ne ferez pas. Donc vous vous retrouverez deux à crever la dalle en quelque sorte, jusqu'à ce que le premier cède et que le premier se casse la gueule. En gros, la règle c'est ça. La fidélisation client sur un supermarché, elle est relativement faible. À part les frugalistes ou les mecs qui partent avec leur dossier, avec les bons de remise, les bons cadeaux et tout ça, elle est faible. Alors bien sûr, et le panier moyen va être beaucoup plus faible. Honnêtement, dans l'épicerie non marketée, j'ai dépensé 27-28 €. Bon, j'ai acheté de la mozzarella, j'ai acheté des pâtes fraîches, j'ai acheté du guanciale, j'ai acheté du pesto maison, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté des pâtes dures, j'ai acheté de la charcuterie, j'ai acheté de la mozzarella fumée, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté de la burrata. Grosso modo, au supermarché, les mêmes produits m'aurait coûté dans les, à mon avis, 14-15 €. J'en aurais eu pour 2 fois moins cher, honnêtement. J'ai pas fait le test, il faudrait faire le test. Mais les produits sont de moins bonne qualité. Et ce que je vais trouver dans le supermarché, je peux le trouver dans n'importe quel supermarché parce que c'est des marques généralistes. La Galbani en mozzarella, je vais la trouver que ça soit chez Système U, que ça soit chez Carrefour ou que ça soit chez Intermarché. Donc aucune fidélité, tandis que les produits de qualité, je vais les trouver uniquement ici. Donc vous pouvez vous demander
vous pouvez vous demander l'intérêt de ce live. On n'est pas là pour faire un live bouffe et étude de marché sur le supermarché. Ça fait un peu répétitif. L'intérêt, c'est d'avoir la grosse épicerie fine avec le CA de supermarché. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait l'analogie avec le business en ligne, si vous vendez les mêmes produits que les autres, dès que vous en aurez un qui va vous copier, qui va faire la même chose en modifiant 2-3 trucs, avantage 0. Tout le monde peut faire un petit produit, le vendre, pareil en dropshipping, tout le monde peut aller sur AliExpress. L'intérêt, c'est d'apporter de la qualité, c'est d'augmenter son panier moyen, et on va le voir ensuite, pour vendre plus, mais surtout plus cher. Personnellement, et ça, c'est le conseil, c'est mon conseil, c'est la stratégie que j'ai appliquée, le conseil, c'est de privilégier la qualité en premier. Avant le marketing, avant la pub. Pourquoi en premier? Tout simplement parce que si vous privilégiez la qualité, vous avez un avantage concurrentiel qui va être très difficile pour vos concurrents d'imiter. Si vous avez un produit d'excellente qualité en dropshipping, ça va être difficile pour vos concurrents d'offrir un produit de la même qualité ou ayant la même valeur perçue. Au lieu de prendre le premier produit qui vient, balancer un maximum de marketing dessus et se dire on augmente la qualité ensuite. Non, il faut privilégier la qualité en premier et ensuite balancer le marketing. L'exemple de l'infopreneur est exactement le même. Si vous faites un mini-programme qualitatif ou un programme qualitatif, ça va être vraiment difficile pour vos concurrents de se lancer sur la même marche. La qualité, elle est dure à copier. C'est difficile à copier. Et donc, ça vous donne un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel va vous permettre de gagner plus et plus longtemps. À titre comparatif, pour parler, ça a été une surprise. J'arrive pas à retrouver l'information. J'avais vu que la formation de Maxence Rigotier comptait dans les 420-450 membres, alors que la nôtre va compter aux alentours de 200 membres sur le Borderless Entrepreneur. Ça fait même pas 1 an que nous sommes en activité, alors que Maxence, ça fait des années qu'il est en activité. Ça veut dire que dès que vous allez avoir quelqu'un qui arrive en offrant la qualité, il va vous prendre des parts de marché assez conséquentes. On ne dit pas qu'on est la qualité, et on ne dit pas que Maxence, c'est du boudin, mais on dit juste que lorsque vous ne privilégiez pas la qualité, que vous avez quelqu'un qui arrive et qui a mis le focus sur la qualité de son produit, il va être difficile, les parts de marché que vous allez avoir vont perdre. Et c'est donc, la qualité vous donne sérieusement un avantage concurrentiel, car si d'autres personnes arrivent sur votre marché, il va être difficile de faire un produit aussi qualitatif que le vôtre. Concernant le marketing maintenant. Le marketing, qu'on soit d'accord, c'est coûteux. Si vous avez un bon marketing est coûteux. Ça coûte cher, que ça soit de la pub, même si les retours sur investissement sont intéressants, il faut avoir de l'argent pour le mettre. Mais le marketing, ça va vous ramener, grosso modo, un client sur un produit. Tandis que la qualité va ramener un client sur un produit qui va peut-être passer sur un autre produit, La qualité, elle va vous permettre de lui vendre 5 autres produits, par exemple.
Tandis que si vous marketez avec un marketing ultra efficace un produit d'une qualité moyenne, ben la personne elle se dira ben les autres produits sont de qualité moyenne également, elles ne seront pas tentées de racheter. Privilégier le marketing avant la qualité, c'est excellent pour faire du one shot. Maintenant, on va voir l'ensemble de ces notions en comparant deux éléments, la rétention versus l'acquisition. L'acquisition étant l'acquisition client et la rétention étant la rétention client. Il faut savoir, d'un point de vue économique, et on l'a vu avec l'exemple de l'épicerie, cité précédemment, c'est que le panier moyen en e-commerce, c'est une étude McKinsey sur le e-commerce, le panier moyen d'un nouveau client, il est en moyenne de 24 €, 24,50 $. C'était une étude américaine. Le panier moyen d'un client existant, on va dire AC, already client, on va parler un peu anglais, il est de 52,50 $. Soit quasiment plus de 2 fois. L'étude, c'est McKinsey. C'est un cabinet d'audit. C'est une étude sur le e-commerce. Dans cette étude, le cabinet a stipulé que lorsque vous souhaitez revendre à un client acquis, donc un already client, vos chances de revendre un produit à ce client vont de 60 à 70%. Un mec qui va vous acheter un produit va avoir 60 à 70% de vous racheter un produit. Vendre un nouveau client, vendre à un prospect, c'est 20% maximum. D'un point de vue concret, pour en parler avec les éléments, même si on les étudiera dans la partie dédiée au lancement, nous avons lancé récemment un programme qui s'appelle le TVA Optimizer, qui permet d'optimiser sa TVA, d'optimiser l'utilisation, de savoir comment elle marche en infopreneur, comment elle marche pour les dropshippers. Certains d'entre vous ont rejoint le programme, où on regarde comment on gère la TVA sans la faire péter, pour reprendre les termes de certains. Sur les prospects, nous avions une liste clients qui s'était inscrite. On a vendu environ à 12% à des prospects. Sur cette même liste de prospects, aux personnes qui étaient prospects et clients chez nous, on a vendu à 68%. Prospects clients, on va les appeler parce qu'ils étaient déjà clients. Donc c'est beaucoup plus simple. Certes, ils avaient peut-être une remise complémentaire, mais c'était beaucoup plus simple. Donc le tout, si vous faites de la qualité, c'est beaucoup plus simple ensuite de revendre des choses. Ça a été souligné dans un article du journal sur le Management Study. Pour ceux qui veulent le rechercher, qui prévoit que si vous augmentez votre rétention client de 5%, ça veut dire favoriser le client au prospect, ça peut vous permettre de faire croître vos profits
on parle bien du profit et pas du chiffre d'affaires, de 25 à 95%. D'où quelquefois l'intérêt de faire un programme d'entrée pas cher, ultra qualitatif, ou donner l'accès gratuitement à une partie d'une formation pour augmenter la rétention client. Je vais prendre un exemple personnel. Et le tout sans affiliation. Comme le savent certains, je suis client de Tougan Bara sur le marketing. Je suis rentré chez Tougan avec le produit d'appel, le RX. Le RX est un produit, si je dis pas de bêtises, peut-être que les prix ont changé depuis, mais je pense que j'ai payé dans les 250-300 balles. Quand j'ai vu la qualité et le temps qui était mis dans les RX, j'ai pas hésité. J'ai acheté Copy Insider, j'ai acheté Profit Mimétique. Peut-être que vous me corrigerez, j'ai pas fait attention au prix, mais je pense que Profit Mimétique c'est un programme à 1000 €, Copy Insider c'est un programme à 500 €. Alors que je suis rentré sur le programme à 250 €. C'est 1000 €. Donc effectivement, en se concentrant et en mettant énormément de qualité sur un produit d'appel, facile à aborder, où on montre la qualité qu'on apporte, j'ai dépensé 2 fois plus sur un deuxième programme et ensuite j'ai dépensé 4 fois plus sur un programme. C'est-à-dire que je suis rentré à 250 €, j'ai laissé ensuite 1500 €. Ça donne un ordre d'idée et c'est... Qu'est-ce qu'a fait Tougan? C'est qu'il a mis énormément de qualité, il a privilégié vraiment cette qualité en marketant à fond Profit Mimétique pour attirer le maximum de gens. Les gens, une fois qu'ils sont sur Profit Mimétique, ils passent sur Copy Insider, ils passent sur Profit Mimétique ensuite, voire même ils peuvent passer sur, et ça je vais pas tarder à le faire, Email Underground pour la gestion des emails, qui est également un programme à 1000 €. On en a parlé dans le programme avec le chemin Teachable, dans un live antérieur, pour ceux qui s'en souviennent. Ce qu'il faut se rappeler, et c'est absolument vital de le rappeler, c'est que le coût de retenir vos clients, donc on peut dire la rétention, sera toujours inférieur au coût d'acquisition de vos clients. Et que le panier moyen de vos actuels clients sera toujours supérieur au panier moyen de vos nouveaux clients. Donc, la question est vite répondue, comme le dit le philosophe, on privilégie toujours les clients actuels. Comme on l'a vu précédemment et comme on le verra dans une partie entrepreneur pilote, c'est-à-dire là où on suit tout le lancement d'un produit, on va lancer une nouvelle gamme de produits sous un nom différent. On a dit qu'on le mettrait de M, les membres connaissent ce nom, mais c'est pas le but de vous refourguer ces produits. Ça va être une nouvelle gamme de produits différente de ce qu'on propose déjà. Dans cette nouvelle gamme de produits, on a décidé de la loger sous une marque différente, sous un nom différent. Ce ne sera pas AH Fiscalité et Investissement. Pourquoi on décide de le mettre? C'est tout simplement que je ne veux pas que des petits produits puissent créer que des petits produits pas chers puissent créer une confusion avec les produits chers. Donc je préfère le mettre sur 2 marques avec 2 noms complètement différents que le loger sous le même toit. C'est un peu la technique qu'a utilisé le groupe Toyota avec sa marque de luxe Lexus. Il faut savoir que Lexus aux États-Unis a été pendant très longtemps, je ne sais pas s'ils le sont toujours, la marque de luxe numéro 1 vendue auprès de la clientèle nord-américaine.
c'était une Toyota qui était rebadgée en voiture de luxe, Lexus, en mettant la qualité et la fiabilité Toyota. Il était dit que quelqu'un qui avait acheté une Toyota avait 70% de chance aux États-Unis d'acheter une Lexus au lieu d'acheter une Audi, une Mercedes ou une BMW. Ça permet de segmenter et de pas confondre les clients et de pas et d'utiliser ce qu'on appelle du vrai scaling, c'est d'utiliser tout ce que vous dépensez pour vos petits produits sur les gros produits et vice versa. Alors qu'il y en a d'autres qui avaient décidé de faire du luxe sur une marque généraliste. Et l'exemple le plus flagrant, c'est toujours dans l'automobile pour bien comparer. C'est l'exemple du groupe Volkswagen qui avait sorti le modèle s'appelait la Phaeton. La Phaeton, c'était une grosse limousine ultra luxueuse qui dépassait toute la concurrence avec des spécificités incroyables. Genre, la voiture devait rouler à 250 km/h par 50 degrés extérieurs pendant 2 heures, alors que la clim est capable de garder la température de l'habitacle à 20 degrés 8, quelque chose comme ça. C'était complètement fou. Mais le problème, c'est que les mecs, ils n'allaient pas dépenser 150 000 euros pour avoir un logo Volkswagen. Volkswagen voulant dire Volks voiture, non, Volks le peuple, Wagen voiture, la voiture du peuple. Donc ça a été un terrible échec, la Phaeton. Vous pouvez le regarder sur Internet, il n'y a aucun souci. Donc, dans le cadre de ce nouveau produit, cette nouvelle gamme de produits, parce qu'il n'y en aura pas un seul, il y en aura plusieurs, on va se concentrer en étape 1 sur le développement de la gamme produit. Ça fait quelques temps que j'y bosse dessus. Pourquoi j'y bosse dessus avec un certain temps? Tout simplement parce que je veux des points très précis, je veux de la qualité par rapport au prix. Je veux quelque chose d'excessivement qualitatif. J'ai acheté, ça sera des formations, des mini-programmes de formation de l'ordre de 37, 47, 57, 97 euros. Mais je veux vraiment que ça en vaille beaucoup plus. L'avantage, c'est que oui, je mettrai ensuite du marketing, donc du trafic payant qui sera en gros financé par la vente des gros programmes que vous suivez actuellement, programme Borderless Entrepreneur, les coachings, toute mon activité actuelle sur Internet. Donc, je ne vais pas me mettre en risque. Ensuite, le scaling, j'aime bien ce terme, mais je n'aime pas comment il est utilisé. C'est que le scaling pour la vente de ces petits produits, qu'est-ce que je vais avoir comme Toyota et Lexus. Lexus, dans ses voitures de luxe, met les moteurs de Toyota, met la fiabilité de Toyota, met l'électronique de Toyota, met le GPS de Toyota. Ils te mettent tout ça dans une nouvelle carrosserie avec un nouveau badge dessus, mais ça reste une Toyota. Ça leur coûte beaucoup moins cher que développer un nouveau produit. Donc, tout ce qui est mis en place, que ce soit la facturation, les automatisations, ça va me permettre de réduire les coûts unitaires de chacun des outils. Si j'ai deux choses qui financent le logiciel de facturation, le logiciel de facturation va me revenir moins cher. Ça va être divisé par 2. Le prix des formations que j'ai achetées, je parlais de l'exemple de Tougan. J'ai dépensé un certain montant en formation. Ça va être encore plus facile de les rentabiliser en lançant 2 gammes de produits différentes. Et en plus, techniquement, si mes produits sont bien marketés et qu'ils apportent l'effet escompté, je pourrais faire du cross-selling. Ça veut dire me servir de la communauté à qui j'ai vendu des petits produits pour les faire venir sur les gros produits. Et vice-versa, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt dans l'autre sens. Ensuite, je vais me concentrer sur ce qui est important, parce qu'il n'y a pas de vente sans trafic. Je vais me concentrer sur le trafic. Et sur le trafic,
je vais me concentrer sur le produit qui vend le mieux. J'ai quelques idées. J'ai fait, grosso modo, il va y avoir une petite dizaine de produits. Je vais me concentrer sur le produit qui vend le mieux, qui est le plus facile à marketer. Et voir celui qui a les meilleurs résultats. Donc je vais faire des campagnes similaires avec des budgets similaires et je vais voir celui qui convertit le mieux. À partir du moment où j'aurai trouvé celui qui convertit le mieux, je vais me concentrer uniquement sur celui-là, car c'est celui-là qui me ramènera le plus de prospects pour le moins d'argent. Et ensuite, je me concentrerai, si les produits sont de qualité et qu'ils apportent de la valeur, la vente des autres. Ce sera beaucoup plus simple. Au lieu de marketer 5 produits, ce sera plus simple de marketer le produit qui convertit le mieux, où vous allez mettre énormément d'efforts, certes, et une fois que le client est rentré, de lui vendre le reste des produits parce qu'il aura vu la qualité. Et ça se passe par quoi? Ça se passe premièrement par la qualité et ensuite entretenir la relation. Entretenir la relation, ça passe par du mailing régulier, des confidences, des ajouts pour augmenter. Ça sera beaucoup plus simple de cette manière, sur une manière schématisée. Imaginez, vous avez 5 produits. 5 produits, et sur ces 5 produits, vous allez envoyer le même budget Facebook Ads. Exactement le même, pour voir, au bout d'un certain temps, lequel convertit le mieux. Alors, bien évidemment, ça évolue selon les gammes de produits et tout. Et vous allez voir que, par exemple, là, vous allez avoir un taux de conversion de 2,5, de 1, de 5, de 1, de 0,8. Ben, en fait, vous allez ensuite, pas besoin du reste, et peut-être que je me trompe, hein, c'est un avis, c'est ce que je vais faire, et je vais partager l'expérience en live dans le cadre d'un entrepreneur pilote, une sorte de off-series. Je vais me concentrer sur celui-là, c'est peut-être une connerie, pour y rediriger le maximum de publicité, car c'est celui qui convertit le mieux, donc c'est celui qui répond le mieux aux attentes d'Internet. Je mets un peu plus. Et ensuite, la seule chose où si tous les produits sont qualitatifs, et si on a bien fait le travail, techniquement, je vais essayer de faire comme ça, je vais essayer de faire comme ça, ensuite, je vais essayer de faire comme ça, de comme ça, je vais faire comme ça, et de comme ça, je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire tourner la vente des produits. Pourquoi? Car on vous l'a dit, un produit, le panier moyen d'un client nouveau, c'est 24,50 €. Le panier moyen d'un client existant, c'est le double, plus du double. Revendre un client existant, vous avez 60 à 70% de chances de le closer. Un nouveau client, vous avez un maximum 20% de chances de le closer. Vous augmentez la rétention de 5, vos profits augmentent de 25 à 95%. Pourquoi se faire chier à essayer d'envoyer le maximum et essayer de récolter des miettes sur chacun, alors que toute la stratégie peut être basée complètement différemment, à condition d'avoir des produits de qualité. Un produit de qualité, ce n'est pas un copier-coller. Ce n'est pas un rassemblement d'informations sur Internet. Il faut vraiment qu'il soit... le prix, vous pouvez le laisser bas, mais la qualité, vous pouvez l'augmenter à l'infini. Le prix, vous ne pouvez pas l'augmenter à l'infini. Si vous passez ce prix-là de 47 à 470 €, vous allez en vendre beaucoup moins. Mais la qualité, par contre, c'est infini. Vous pouvez augmenter la qualité de votre produit de manière infinie. Et à partir du moment où vous êtes concentré sur la qualité de votre porte d'entrée, vous balancez dans cette porte d'entrée. Quand le mec il va voir la valeur qu'il a sur ce produit, il va facilement racheter les autres. C'est de la théorie, c'est la théorie. Je sais que vous aimez la pratique, et c'est bien pour ça que ça sera un
L'entrepreneur pilote. L'entrepreneur pilote, pour les personnes qui sont sur YouTube, parce que ce live sera rediffusé sur YouTube, un entrepreneur pilote, c'est quoi? C'est tout simplement une personne ou un projet qui débute de zéro et on regarde toutes les étapes et on essaye avec la communauté de le faire évoluer au fur et à mesure. S'il ne marche pas le projet, parce que bien évidemment, tous les projets ne marchent pas, peut-être que ce que je vous parle sur le 2M, ça va être un échec. Mais même un échec, c'est instructif. C'est instructif un échec. Ce qui ne marche pas, il faut surtout pas le reproduire. Il faut reproduire ce qui marche et surtout pas faire ce qui marche pas. Donc même un projet qui échoue est un apprentissage. Et ce programme Entrepreneur Mind, on est sur l'apprentissage et de voir comment on développe les techniques. L'apprentissage de l'Entrepreneur Mind, c'est autant recopier ce qui marche bien. On recopie ce qui marche bien, le positif, mais surtout, on évite le négatif. Et pour connaître le négatif, il n'y a qu'une chance, c'est tenter. C'est tenter. Je sais que les gens sur Internet, ils ont tendance à vous dire, oui, mais et merde. Les joies du direct. J'ai pas envie de m'emmerder avec le montage vidéo, donc je ne couperai pas cette partie. Les gens, ils vont vous montrer que ce qui marche en mettant sous le tapis ce qui marche pas. Or, ce qui marche pas, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Surtout ce qu'il faut pas faire. Donc, on va se concentrer. On a déjà eu un échec en entrepreneur pilote. On a retenu ce qui marchait pas et on fera en sorte de pas le reproduire. Et on va même tenter l'entêtement. C'est qu'on va voir avec une deuxième personne sur un même marché, voir si on arrive à avoir plus de résultats que la première personne. Donc ça c'est vraiment sympa. Pour ceux qui veulent le rejoindre, l'Entrepreneur Mind, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Plus on sera de fous, plus c'est pas qu'on va s'amuser, mais plus on va s'instruire. Et exceptionnellement, ce live il est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui parle. Généralement, on est plusieurs à échanger des idées, à voir ce qui marche, à donner nos avis. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve dans la description. Peut-être que pour l'occasion, je ferai une remise, je vais voir. Ça peut être sympa. Ça peut être un super outil et c'est ce qui est différent. Nos membres nous disent que c'est complètement différent de ce que vous trouvez sur Internet. C'est beaucoup plus collaboratif, c'est beaucoup plus instructif d'après ce qu'ils me disent. C'est pas moi qui le dis. Donc n'hésitez pas à le rejoindre et on fera peut-être une remise à l'occasion de la sortie de cette vidéo. S'il y a remise, vous le verrez sur la page de vente. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un like. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Entrepreneur Mind, rejoignez-nous vite et vous aurez l'occasion de voir est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce que c'est un putain d'échec. De toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Ou si les résultats sont mitigés. Mais un résultat mitigé, pour moi, c'est un échec. C'est soit ça marche très bien, soit c'est un échec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter une vision différente, vous apporter de la valeur ajoutée. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao!